Mélanie Vergnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'Agence de l'innovation pour les transports, donc un organe gouvernemental. Donc on est sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée, aussi bien pour les acteurs privés que publics. Et vous justement, à l'AIT, l'Agence de l'innovation pour les transports, vous avez un fonctionnement assez particulier puisque c'est des agents qui accompagnent, donc des agents de l'État qui accompagnent des startups dans l'innovation pour la mobilité décarbonée, mais qui en même temps ont d'autres missions en parallèle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Effectivement, donc je suis coordinatrice de l'Agence d'innovation pour les transports. Alors qu'est-ce que l'AIT ? C'est un regroupement d'agents publics qui participent à différentes directions de l'administration. Donc moi, pour ma part, je suis au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. On s'occupe des mobilités terrestres et on travaille avec nos collègues qui s'occupent aussi de l'aérien, au sein de la DGAC, et du maritime, une autre direction qui s'appelle la DG AMPA, puisqu'on a voulu travailler tous ensemble pour accompagner justement des projets innovants qui participent à nos objectifs de politique publique. Donc pour les accompagner, en fait, le programme phare de l'Agence de l'innovation pour les transports s'appelle Propulse. On en est à notre 4e édition actuellement, on lancera vraisemblablement bientôt une 5e édition. Et donc on sélectionne des projets innovants qui émanent du monde privé, donc ça s'adresse autant à des startups qu'à des grands groupes avec des porteurs de projets. Alors il faut que les sociétés soient établies en France et qui répondent à un appel à projets avec un cahier des charges qui vise à sélectionner des projets donc qui répondent à nos objets de décarbonation des transports, mais aussi à d'autres enjeux qui sont très importants à nos yeux, comme l'accessibilité, l'inclusivité, la bonne utilisation du numérique pour favoriser par exemple la multimodalité et optimiser notre système de transport. Et alors comment on accompagne ces projets sélectionnés ? Il s'agit d'un programme d'accompagnement extra-financier. On n'a pas de moyens d'intervention, donc on ne doit pas subventionner les projets innovants qui sont sélectionnés. Mais c'est un accompagnement qui se passe sur une petite année. Chaque porteur de projet est mis en binôme avec un référent au sein de l'administration. Donc ce sont effectivement des personnes qui sont expertes de la thématique. On essaie évidemment d'avoir un Donc parfois de la mer, parfois de la terre, parfois de l'aérien. On s'appuie sur un réseau de référents. C'est ces agents, ces référents qui vont choisir les projets sur lesquels ils vont se positionner ou c'est l'inverse ? Alors on commence par organiser une sélection des projets avec un jury qui est représenté à la fois de spécialistes de l'administration, du monde académique, également quelques partenaires du privé, en gérant évidemment les conflits d'intérêts. Donc suite à ce jury, on sélectionne, alors cette année on a gardé à peu près 20% des projets qui avaient candidaté au programme Propulse, parce qu'on a quand même une capacité d'accompagnement qui est limitée. On prend 15 à 20 projets par année globalement. Et chacun de ces 15 à 20 projets, une fois qu'ils sont sélectionnés à l'issue des étapes avec le jury, notre rôle, nous, alors AIT, on a une équipe cœur des agents qui sont spécialisés sur le montage de toute cette animation de cet écosystème et l'accompagnement des projets. On va affecter un référent spécialisé en fonction de chaque projet qu'on a sélectionné pour qu'il y ait évidemment une communauté de travail et une expertise qui correspondent. Et ce référent va être l'interlocuteur tout au long de l'année. Et à quoi est-ce qu'il va servir ? Il n'est pas dédié à 100% au porteur du projet. Vous doutez bien qu'il a un autre job par ailleurs. Donc il y a néanmoins des points réguliers qui peuvent être à une fréquence variable. Mais il y a des points de rendez-vous au moins tous les mois. Et on organise aussi un certain nombre de journées consacrées à Propulse et son écosystème. Aussi, par exemple, on met ensemble en relation à la fois les porteurs de projets, nos partenaires institutionnels, des financeurs, pour justement accélérer les projets, permettre de développer les contacts, permettre de lever un certain nombre de verrous juridiques, ou en tout cas de comprendre la réglementation. C'est souvent effectivement une question que nous posent les porteurs de projets quand ils ont des projets expérimentaux qu'ils cherchent à déployer pour aller plus loin. Donc c'est vraiment de l'accompagnement de start-up, mais pas forcément à vocation que vers du privé. Très souvent, il y a des programmes d'incubation, d'accompagnement. Par exemple, on peut penser au Move Lab dans la mobilité durable ou d'autres qui vont être beaucoup plus axés vers soit les levées de fonds, soit le développement business. Oui. Du côté de l'AIT, en fait, on va aider et accompagner des startups et des porteurs de solutions pour une partie business, mais aussi beaucoup pour le développement vis-à-vis des collectivités, des villes, des territoires. Absolument. Une de nos particularités, alors il y a quelques similitudes avec l'accompagnement du Move Lab, c'est un petit peu différent, c'est un accompagnement gratuit où on accompagne sur une année et ensuite les lauréats Propulse rentrent dans la communauté des alumni, donc on ne les perd pas de vue et on continue à travailler avec eux activement, à leur donner de la visibilité sur des salons, des événements professionnels comme celui d'aujourd'hui. Donc ça leur permet vraiment d'accélérer leur mise en relation avec les acteurs dont ils ont besoin pour développer leurs projets. Et plus particulièrement vis-à-vis des collectivités, effectivement, on est en lien avec elles aussi. On a une autre démarche qui s'appelle la démarche France Mobilité, en lien avec le CEREMA et l'Agence nationale de la cohésion des territoires aussi,
qui vise justement à apporter des solutions pour des collectivités qui ont envie de tester des solutions. Donc il y a un site sur lequel est référencé tout un ensemble de solutions apportées par des boîtes privées avec des cas pratiques, des récits justement d'expérimentation pour donner envie d'aller plus loin. Et à travers le programme Propulse, quand on a effectivement une entreprise qui cherche un terrain d'expérimentation, on est capable de les mettre en relation avec des territoires. Et je pense par exemple à un programme qu'on a mis en place cette année, là, qu'on vient de clôturer, avec des financements européens dans le cadre de ce qui s'appelle l'EIT Urban Mobility. On a réussi à aller chercher des financements européens pour financer des expérimentations pour 3 lauréats Propulse dans quelques villes en France. Et ça a été complètement financé par cette structure européenne. Donc ça a été vraiment gagnant-gagnant, à la fois pour la collectivité et à la fois pour l'entreprise lauréate qui a la possibilité de se voir financer une expérimentation locale. Donc d'un côté, on a l'AIT avec Propulse qui va accompagner les startups, les porteurs de solutions, etc. Et puis de l'autre côté, il y a France Mobilité qui, elle, va accompagner finalement les collectivités à trouver la bonne solution. C'est ça. France Mobilité, c'est plus il faut jouer la rencontre entre les deux. C'est ça. Et comme en fait, on se parle évidemment nous-mêmes, hein, puisqu'on est une équipe vraiment intégrée. France Mobilité, c'est plutôt l'offre de services vis-à-vis des collectivités, notamment les collectivités en zone rurale qui ont de moins grands de moyens d'ingénierie. Hein, elles n'ont pas les mêmes effectifs que dans les grandes villes, en termes de mobilité. Avec des problématiques spécifiques. Donc on va parler des situations spécifiques des territoires ruraux ou périurbains, à parler de solutions par exemple covoiturage, autopartage, parce que voilà, on se doute bien que les transports collectifs ne sont pas forcément adaptés à tous les territoires, mais même si on essaye d'en développer évidemment autant que possible là où c'est envisageable. Le transport à la demande fait totalement partie effectivement des solutions qu'on essaye d'encourager. Ça fait partie de nos objectifs de politique publique au sein de ma direction générale, que de justement réussir à apporter les solutions de mobilité décarbonées qui permettent à chacun d'avoir une offre adaptée à ses besoins. Il y a un vrai droit à la mobilité qui doit qui doit pouvoir s'exercer dans des conditions acceptables économiquement et socialement. Oui, faire en sorte que où que vous viviez sur le territoire national, vous ayez la possibilité en fait de vous déplacer convenablement. Absolument. Alors ces porteurs de projets, juste on va revenir sur eux. Vous, quand vous les sélectionnez, est-ce que vous les sélectionnez selon le point de départ qui est la demande de certaines collectivités ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un degré de maturité? Est-ce qu'il y a un certain type de service que vous allez plutôt aller rechercher que d'autres? Alors dans notre cahier des charges, on ne va pas les sélectionner spécifiquement parce qu'on a une commune qui nous a dit je veux telle solution. Ça n'entre pas dans notre cahier des charges. En revanche, on a des thématiques qu'on met en évidence dans notre cahier des charges. Par exemple, sur cette édition 2024, on avait 3 sous-appels à projets. Il y a une base évidemment commune, ça doit être de l'innovation dans les transports et dans la mobilité. Mais les 3 thématiques étaient transport durable, donc essentiellement la question de décarbonation sur l'ensemble des mobilités. Ça peut être d'ailleurs du transport de voyageurs comme du fret logistique. La dimension numérique et données, pour justement utiliser tous les nouveaux leviers offerts par le numérique pour optimiser nos systèmes de transport. Et la 3e thématique, c'était la multimodalité, l'intermodalité, où on va ranger également des enjeux d'accessibilité, d'inclusivité, de manière à avoir un spectre plutôt large de projets. On observe vraiment qu'on a une grande diversité des projets que l'on accompagne. Et au-delà du respect donc des thématiques qui sont fixées dans le cahier des charges, il y a un critère de maturité du projet. Pour les spécialistes, on s'adresse alors sur une échelle de 1 à 10, des TRL. Pour les spécialistes, on est autour du TRL 6-7. Donc ce n'est pas quelque chose d'hyper strict, mais en gros, c'est un prototype qui existe. On est un petit peu au-delà de l'idée de génie tout seul dans son garage, et on n'est pas encore à la grande série industrielle. Donc on se trouve dans un entre-deux qui bien souvent dans la vie du développement d'un projet, d'une start-up peut correspondre à une période un peu d'essoufflement. On parle parfois d'une vallée de la mort dans le cycle de développement des projets. Et on est là pour justement aider à catalyser cette énergie, cette idée qui a déjà été approfondie, et qu'on vient accélérer grâce à ce terreau qui est plutôt fertile. Donc c'est des boîtes qui sont quand même déjà un peu sur le marché? Oui, généralement. Il faut que la boîte soit déjà créée. Okay. Après, c'est assez variable d'un projet à l'autre. Certains ont déjà développé à petite échelle leur projet et veulent vraiment passer à la vitesse suivante, donc cherchent des leviers, soit financiers. Alors nous, on ne finance pas directement. Vous ne financez pas, mais vous aidez. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un premier niveau de conseil pour orienter les entreprises vers les bons guichets, que ce soit au niveau national, par exemple les guichets France 2030, qui est le programme d'investissement national. Et on a la chance d'avoir un certain nombre de nos lauréats Propulse qui ont aussi pu être sélectionnés dans le cadre des projets France 2030. À travers l'AIT ou Propulse, on va pouvoir aussi se faire rediriger, et parfois c'est aussi un bon tampon à montrer, que ce soit pour des investissements BPI France, France 2030, etc. Alors ça ne fait pas tout, ça ne les exempte pas de passer évidemment tous les critères de sélection. Mais ça aide. Et on peut dire que ça aide, je pense, c'est un peu un gage de qualité. Le projet est déjà passé. Il y a une labellisation et ça fait partie de la plus-value du programme parce qu'on a aussi toute une charte de communication.
On est présent dans des salons comme celui d'aujourd'hui avec nos lauréats qui nous accompagnent, à qui on offre aussi un espace de communication pour pouvoir pitcher devant des partenaires potentiels, que ce soit des futurs clients peut-être, des partenaires industriels quand ils ont besoin de monter des consortiums ou de créer des collaborations financières ou autres, ou des investisseurs. Donc ça fait vraiment partie de la plus-value et de la promesse du programme Propulse que de donner un petit coup de pouce pour passer à l'échelle et accélérer les projets. Vous l'avez dit, on est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a aujourd'hui assez de solutions pour couvrir les besoins de mobilité, de ce fameux droit à la mobilité dont vous parliez? Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à développer ou est-ce que maintenant il faut surtout qu'on réussisse à appliquer sur le marché ce qui existe? Il existe 1 milliard de solutions, il en est tous les jours et je pense qu'on a besoin de ce terreau fertile et l'innovation n'a pas de limite. Et je pense qu'il faut continuer à apporter un cadre qui soit favorable justement à faire germer ces petites pousses et que ces pépites se développent. Il y a énormément de solutions, je pense qu'on a encore besoin d'en inventer et je ne sais pas quelles seront celles de demain, mais elles seront peut-être tout aussi révolutionnaires que celles qu'on a connues ces dernières années. Après, voilà, il y a une question de passage à l'échelle et je pense que de toute manière, on a besoin d'activer un ensemble de leviers. Si on veut réussir le pari de la décarbonation des transports, on doit travailler sur la sobriété des usages, travailler sur les comportements, avoir vraiment une vision systémique, pas uniquement focalisée sur le véhicule électrique qui bien sûr fait partie de la solution mais qui n'est pas la seule clé. Il faut vraiment prendre ça comme un ensemble, donc partir de la demande de transport, travailler sur les usages, la sobriété, travailler sur le report modal, parce qu'on a la chance quand même d'être dans un pays où on a des solutions alternatives à la voiture individuelle, on a des réseaux qui existent dans lesquels il faut continuer à investir pour que la qualité de service puisse être au rendez-vous aussi. Donc on a beaucoup de projets justement qui se positionnent aussi sur des questions ferroviaires, on a aussi différents types de transports collectifs, ça peut être sur du bus, d'autres transports urbains, etc. Et on travaillait sur les chaînons manquants, sur la multimodalité pour permettre plus facilement de passer d'un mode à l'autre, donc ça fait partie aussi de la solution. Et puis il y a aussi des solutions plus technologiques pour augmenter l'efficacité énergétique des véhicules individuels ou collectifs. On a des projets sur des bornes de recharge innovantes, enfin vraiment tout un tas de solutions, bien souvent avec une vision multimodale, par exemple sur la logistique du dernier kilomètre. On a une infinité de possibles qui s'ouvrent grâce à l'imagination des innovateurs qui n'a pas de limite. Et je pense qu'on peut se féliciter d'avoir autant de pépites. Encore faut-il réussir à les accompagner. On ne fera pas tout seul, mais je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui germent du secteur privé qui vont tout à fait dans le sens de nos objectifs de politique publique. Donc on a besoin de faire équipe tous ensemble pour relever le défi. Alors pour conclure, Mélanie Vergnon, est-ce que vous auriez un dernier mot à faire passer peut-être justement à nos décideurs publics, que ce soit au niveau gouvernemental, puisque vous faites partie d'un organe gouvernemental, ou bien des décideurs même sur les collectivités, vous qui accompagnez tant de projets innovants et de solutions pour la mobilité durable, quel serait un peu le mot à faire passer à travers aujourd'hui justement ce salon Drive to Zero? Je pense qu'il faut continuer à oser, à être ambitieux. On a la chance d'avoir des pépites, donc il faut laisser leur chance au projet. Bien évidemment, en termes d'innovation, il n'y a pas non plus de garantie à 100% de succès, donc il faut accepter que certains projets parfois s'interrompent en cours de route, mais c'est en remettant le métier sur l'ouvrage qu'on arrive à progresser. Donc je pense qu'on a la chance, je rencontre depuis hier ici une grande variété de personnes enthousiastes, pleines d'énergie, qui ont plein d'idées. Donc je pense qu'il faut continuer à leur laisser leur chance et par les temps qui courent, où on a effectivement des contraintes financières, budgétaires qu'on comprend bien, l'innovation peut, je pense, faire partie des clés de succès. Donc il faut continuer à lui laisser sa place et laisser leur chance aux entrepreneurs et aux personnes qui innovent d'œuvrer ensemble dans ces objectifs de mobilité décarbonée. Mélanie Vergnon, merci beaucoup. Vous êtes coordinatrice de l'Agence de l'innovation pour les transports. Merci d'être ici avec nous sur le salon Drive to Zero. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.